Bonsoir, bienvenue dans votre édition locale de France 3 Pau Sud-Aquitaine. Nous sommes au tribunal de Pau où ce matin les protagonistes de l'affaire du meurtre de Naï se retrouvaient devant la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau. Mais avant cela, direction la zone de Lac où le groupe japonais Toray vient de confirmer un lourd investissement. Reportage Valérie Gavois et Elisabeth Gonzalez. C'est un gros projet qui vient de se réaliser. Toray, l'un des leaders de la fibre carbone, crée une nouvelle unité sur le bassin de Lac, un investissement de 130 millions d'euros. C'est la poursuite d'un effort, c'est la concrétisation de sollicitations multiples. J'avais été au Japon, moi, en 2008 pour convaincre les dirigeants de Toray que c'était en Béarn que cet investissement devait se réaliser. C'est l'affirmation de la grande attractivité du bassin de Lac. Malgré la crise, malgré la politique gouvernementale qui a fait que la France a perdu 750 000 emplois industriels, aujourd'hui le bassin de Lac montre sa vitalité. La construction de cette nouvelle unité située sur une zone de 16 hectares devrait créer 80 emplois. Le début du chantier est prévu pour cet été. Le maire de Bayonne, Jean Grenet, a déposé un recours en contentieux contre les arrêtés préfectoraux autorisant le transit du nitrate d'ammonium de l'usine Yara via le port de Bayonne. Cette saisie du tribunal administratif se fait au nom de 4 communes de l'agglomération bayonnaise. Les élus basques soulignent les dangers du transport d'une telle matière hautement explosive selon eux. Nous avons été élus, entre autres, pour assurer la sécurité de nos concitoyens. Et la façon dont les élus ont été traités dans cette affaire-là, et la façon dont on évalue les risques, en sachant que de toute façon le risque zéro n'existe pas par définition, et que s'il y avait un jour un accident, il pourrait être un accident extrêmement dangereux pour les populations. N'oublions pas que les convois vont traverser la gare de Bayonne, le quartier Saint-Esprit, vont traverser le Babouco, donc nous sommes très fermes sur nos positions. Les élus espèrent que Yara attendra la décision du tribunal administratif avant de débuter les transports. Joël Sancier devra encore patienter. Le père de Jérémy, tué à Naï en août 2009, saura le 20 mars prochain où sera jugé le meurtrier présumé de son fils, soit en cour d'assises, soit au tribunal correctionnel, avec évidemment des peines et une charge symbolique bien différente. C'est à la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau, qui s'est réunie ce matin, de trancher désormais. Mais Joël Sancier n'envisage pas autre chose que les assises. Je ne le conçois pas. C'est inconcevable. Mais face aux déconvenues qui ont été celles des 30 mois qui ont précédé, je préfère attendre le 20 mars pour connaître la décision définitive. Tel que nous connaissons le dossier les uns et les autres, même avec ces insuffisances, il n'y a aucun doute que le procès doit avoir lieu et qu'il aura lieu en matière criminelle, pas dans un autre cadre. Du côté de la défense, du meurtrier présumé mineur au moment des faits, on rappelle que le dossier s'est vidé de sa substance, notamment après l'annulation des éléments obtenus lors des gardes à vue. Ce matin, la défense a également mis en avant une expertise qui pourrait remettre en cause l'identité du porteur du couteau impliqué dans le coup mortel. Tout serait à revoir. C'est un nouveau dossier que va examiner la chambre de l'instruction, donc une remise à plat avec des charges qui nécessairement doivent être différentes. Donc c'est une nouvelle appréhension du dossier. D'un côté, c'est une peine criminelle qui peut aller jusqu'à la perpétuité, et devant un tribunal correctionnel, c'est une peine correctionnelle qui peut aller jusqu'à 10 ans d'emprisonnement avec l'excuse de minorité. Pour tous les protagonistes de l'affaire du meurtre de Naï, l'arrêt que rendra la chambre d'instruction de la cour d'appel de Pau pèsera très lourd. Coup de colère de l'élu municipal chargé de l'aménagement des Halles de Pau. Anne Bernard dénonce la campagne menée par le collectif 2015 des Halles, qu'elle estime incorrecte, irrespectueuse de la vérité et au-delà motivée par des visées politiques. C'est des gens qui sont alternatives paloises et qui donc représentent et défendent les idées du MoDem. Moi je les respecte entièrement, donc qu'ils nous respectent, mais en tout cas qu'ils ne se cachent pas derrière de la fumeuse démocratie participative. Anne Bernard rappelle qu'en un an, 9 réunions ont été tenues avec les commerçants des Halles de Pau et que la concertation reste la ligne de conduite de la mairie dans ce dossier. Une semaine après sa victoire face à Grenoble, la section paloise reçoit Albi au Hameau. Les enjeux du match avec François Busson et Eric Foissac. Retour sur le terrain pour Daniel Lamoa. Le Tongien, après 3 semaines d'absence, fait partie du groupe appelé à affronter Albi ce samedi soir. Des Palois qui ont profité de la pelouse du Hameau pour prendre leur repère de jeu. Benjamin Tardy pour André Hougue, 2 joueurs mis à contribution pour leur retour après blessure. Un apport important pour affronter Albi, concurrent direct pour les premières places de la Pro D2. C'est une équipe très dure, ils sont très costauds devant et très courageux, donc ça jouait partout. Donc on attend un gros match, quoi. Après la victoire contre le leader Grenoble, Pau n'a plus que 3 matchs à domicile, Albi, Aurillac et Oyonnax.
5 déplacements, dont 2 chez des concurrents directs pour les phases finales, Mont-de-Marsan et La Rochelle. On a une saison qui est super bien entamée, on est 3e, même si d'autres équipes ont des matchs en retard, nos concurrents directs. Mais voilà, on va essayer d'accrocher cette 3e place au maximum. Les supporters seront en tout cas au rendez-vous. La section paloise et son deuxième ligne Ed Gower ne reviendront en effet au hameau que dans un mois pour la réception d'Aurillac. De l'énergie à revendre, un style bien trempé, Chéri Swing, un trio jazz de talent pour ouvrir le 19e festival d'Orthez. Ces Toulousaines vivent une aventure musicale depuis 6 ans. Entre reprises et créations, leur registre a fait mouche. Un album est en préparation. Sur scène, ce qu'on avait envie, c'est de créer un jazz, un swing vivant, c'est-à-dire qu'il soit plaisant à entendre, mais plaisant à regarder aussi. Donc il y a une mise en scène, il y a des sketchs, une interactivité avec le public, une interaction avec le public, avec nos musiciens et tout ça. Brune, rousse, peut-être blonde. C'est pas sûr quand même. Jazz naturel d'Orthez, 10 jours de concerts, une trentaine de spectacles ouverts au plus grand nombre. La ville mobilise de 7 à 77 ans. C'est donc un festival de service public qui nous permet d'aller dans les écoles, de travailler beaucoup avec des publics qui n'ont pas accès à la musique et au festival. Et on se rend compte que maintenant, au bout de 19 ans, il a pris ses marques. La clôture se fera samedi prochain avec Lucky Peterson. Orthez pianotera sur tous les styles du jazz pendant une semaine. Voilà, c'est la fin de cette édition locale. Vous pouvez retrouver tous ces reportages sur notre site aquitaine.france3.fr. Dans quelques instants, votre météo et le journal national. Très bon week-end à tous. Rendez-vous lundi, 19h10.